Merci Frédéric. On va parler alors un peu de variables complexes dans le sens usuel du terme, mais aussi avec la généralisation qu'en fait Grothendieck. Le contenu de ma présentation va être le suivant. Je vais expliquer un peu pourquoi la variable complexe peut se voir au cœur des mathématiques, mais aussi au cœur de l'œuvre de Grothendieck, ce qui n'est pas une vision usuelle. On dit généralement le Grothendieck, le grand algébriste, le grand catégoricien, le grand fondateur de l'algèbre topologique moderne. Une bonne quantité de perspectives chez Grothendieck, on verra. J'expliquerai aussi, disons, quelques traits généraux de l'œuvre, dans l'idée qu'il y a des forces grandes qui remplissent l'œuvre de Grothendieck. Ces forces grandes, ce seront des forces dans l'abstraction, dans la généralisation, mais j'expliquerai pourquoi, j'essaierai d'expliquer pourquoi la généralisation est absolument fondamentale pour lui, pour des raisons très techniques aussi, non seulement pour des raisons de couvrir un monde, mais pour des raisons profondément liées à la souplesse de la mathématique qu'il cherche. Comme nous parlerons un peu de variables complexes, Riemann est fondamental. On parle de variables complexes, il faut parler de Riemann. Donc je ferai un petit exposé sur les références directes que Grothendieck fait sur Riemann dans sa première partie de l'œuvre et aussi dans les récoltes émailles. Finalement, je ferai une vision, un guide plutôt, un guide de quelques exemples que Grothendieck a travaillé dans sa première décennie autour de la variable complexe. Et à partir de là, comment surgissent de façon très naturelle quelques grandes visions à partir du réseau d'exemples et les idées qui sont derrière les exemples. Il y a des grandes visions qui surgissent après, en 1958 particulièrement, à la conférence d'Édimbourg. Et ce sera mon trajet. À la fin, je présenterai quelques tableaux, disons, de l'œuvre générale de Grothendieck, non seulement de sa première décennie, mais de l'œuvre générale de la seconde décennie, et finalement ses travaux des années 1980. Donc il y aura essentiellement la première décennie, 1949-1957. Il y a après la grande émergence de la conférence d'Édimbourg, avec cette vision absolument spectaculaire en très peu de lignes de tout un programme qui sera fabriqué toute la décennie suivante à l'IHES. Et puis il y a la troisième décennie qui est très très importante aussi dans l'œuvre de Grothendieck. Et j'essaierai d'expliquer comment il y a une grande continuité naturelle dans son œuvre. Je vais essayer aussi de faire des références aux expositeurs, conférenciers qui sont venus avant moi, dans l'idée de commencer à faire un tissage de diverses perspectives. J'ai pu regarder par Internet les premières expositions. Malheureusement, je n'ai pas pu regarder la dernière exposition d'Olivier Caramello, mais je ferai référence aux autres conférenciers qui ont été avant moi. Ça, c'est l'idée fondamentale. Et l'idée, c'est donc de vous donner un petit guide. Le PDF sera disponible. Dans le PDF, il y a beaucoup plus d'informations de ce que je pourrais dire. C'est un petit guide pour voir où est-ce qu'on trouve exactement la variable complexe dans la première décennie de l'œuvre de Grothendieck, avec les pages, disons, des articles, des ouvrages, etc., quelque chose de précis où on trouve ces idées sur la variable complexe en général. Et après, un guide, beaucoup moins précis, mais un guide général qui peut être utile sur la continuité de ce début autour de la seconde décennie, 1958-1970, et la troisième décennie, 1981-1991, okay, de ce qui est connu jusqu'à maintenant. Parce que vous savez bien que
l'histoire de Grothendieck va changer certainement dans quelques années, dans 10 ou 20 années, quand les 50 000 pages manuscrites de son héritage seront connues. Il faudra regarder Grothendieck d'une façon beaucoup plus complète que celle que nous pouvons faire maintenant. Maintenant, on a une bonne quantité de pages. Vous savez, il y a au moins 10 000 pages que Grothendieck a publiées, donc c'est déjà beaucoup. Mais les surprises, je suis sûr, vont venir pour les jeunes dans quelques années. La variable complexe, donc. Variable complexe au cœur des mathématiques. Ça, c'est un petit diagramme que René Thom a écrit dans l'encyclopédie Einaudi en 1982. Un extraordinaire travaux de l'école italienne et l'école française en général pour voir le monde en général, mais en particulier les travaux sur les mathématiques sont absolument extraordinaires, guidés par Petitot, par Jean Petitot bien sûr, le grand penseur de la philosophie mathématique dans l'encyclopédie Einaudi. Ce diagramme, c'est un diagramme de René Thom à la fin de l'encyclopédie, où il parle de l'aporia fondatrice de la mathématica. L'aporia fondatrice, c'est la lutte, la dialectique, la dualité entre le discret et le continu. Mais après le discret et le continu qu'on voit en haut, les mathématiques discrètes et les mathématiques continues, il y a aussi quelque chose de très beau que Thom introduit, qui est la générativité libre et la générativité liée. La liberté dans le sens double de la logique mathématique, une variable qui n'est pas liée encore, qui est libre, mais aussi un objet mathématique qui est suffisamment libre pour être projeté sur une catégorie, ce qu'on appelle les algèbres libres d'une catégorie. Donc il y a d'un côté la liberté, de l'autre côté la liaison. Et ça fait alors un espace assez intéressant en deux dimensions, où vous avez le discret qui est en dualité avec le continu et la liberté qui est en dualité avec la liaison. Vous vous rappellerez peut-être de ça à un moment dans mon intervention où je parlerai de liberté, où on a vu aussi la Forgue parlant de la liberté qui est fondamentale chez Grothendieck. Donc il y a la théorie des fonctions des variables complexes qui se trouve réellement au centre, ce qui est assez surprenant. La théorie des fonctions des variables complexes se trouve au centre de la vision, qu'en faisant un pont qui ne va pas être un pont, disons, simplement, qui va dépendre de quelque chose de profond. Ce n'est pas quelque chose de simplement passager. Il y a quelque chose de profond dans la théorie des variables complexes qui la met au centre, ou ce que j'appelle au cœur des mathématiques. Et vous voyez autour de la variable complexe les premiers espaces où Grothendieck a travaillé très fort. Les espaces fonctionnels et les espaces vectoriels topologiques. Okay? La thèse de Grothendieck, dont a parlé Cartier à un certain moment, je vais revenir sur ça, la thèse de doctorat, est très profondément liée à la théorie des variables complexes, et encore, d'une façon plus forte encore, la continuation analytique, le prolungamento analytico, la continuation analytique comme quelque chose qui va être fondamental, absolument fondamental pour Grothendieck. En fait, Kohn vous a présenté dans sa conférence, vous a présenté comment Grothendieck parlait dans sa conférence sur les préfaisceaux et les faisceaux. D'accord? Les faisceaux sont les objets absolument fondamentaux pour Grothendieck à un certain moment. Un faisceau, du point de vue topologique, c'est le plus simple objet possible, imaginable, le plus simple objet possible pour parler du local et du global en même temps. Deux espaces topologiques, une projection qui se comporte bien localement, un faisceau, on rejoint les sections locales et on se demande comment on recolle les diverses sections locales pour trouver une section globale. Et les faisceaux surgissent d'une façon très naturelle dans l'école française, ici même
à l'ENS, au séminaire Cartan à l'ENS, quand Cartan faisait des travaux très précis sur la variable complexe. L'exemple fondamental de faisceau, c'est le faisceau de germes de fonctions holomorphes. Vous prenez le plan complexe, vous vous demandez comment les fonctions holomorphes se comportent sur un point. Si les deux sont identiques sur un voisinage, alors elles sont la même classe d'équivalence, et vous prenez au-dessus d'un point toute la classe d'équivalence, toutes les diverses classes d'équivalence qui sont définies sur ce point. Ça, c'est le germe, le faisceau des germes des fonctions holomorphes. C'est un objet absolument essentiel dans la variable complexe et dans le début de la mathématique contemporaine des faisceaux. Il y a un fait fondamental, technique, très facile à démontrer. Il y a continuation analytique sur l'espace des nombres complexes en bas, si et seulement si, c'est une condition d'équivalence, si et seulement si le faisceau des germes des fonctions holomorphes est séparé. S'il est séparé dans le sens d'un espace de Hausdorff. Donc il y a des connexions très fortes déjà au tout début entre la théorie des fonctions des variables complexes, en particulier la théorie des fonctions holomorphes et la théorie des fonctions méromorphes. Nous verrons maintenant après un des aspects fondamentaux de l'apparition du méromorphe contre le holomorphe, la dialectique méromorphe-holomorphe, la dialectique qui a été fondamentalement signalée par tous les expositeurs qui m'ont précédé. Et tous ont dit l'importance de la dualité, soit dans la théorie de l'analyse fonctionnelle, soit dans la théorie des catégories abéliennes, soit dans la théorie générale du monde, qui apparaît d'une façon complète à récolter ses mailles. Donc les faisceaux sont directement liés à l'émergence, à la variable complexe. Et les tout premiers travaux des années 49 jusqu'à 55, 56 sont dans cet endroit-là que je signale ici. À cette partie-là sont vraiment liés les premiers travaux de Grothendieck. Une question. Oui? Est-ce qu'on a le droit de faire des remarques pendant votre exposé? Tout à fait. Attendre la fin. Oh, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai deux remarques. Oui. D'abord, je trouve que justement l'apport de vous présenter les faisceaux comme espace étalé. Justement, je trouve qu'un grand apport de Grothendieck, c'est d'avoir présenté les faisceaux comme pré-faisceaux vérifiant des conditions de descente. Tout à fait. C'est quand même très différent. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je signalais qu'il y a deux approximations différentes. Bon, ça Oui. c'est une première remarque. Oui. Deuxième remarque, je pense que René Thom n'a absolument rien compris à l'analyse complexe, à la géométrie complexe. Bon, bon ça c'est trop personnel, on ne peut pas dire ça. Je voudrais préciser pourquoi. Okay. Parce que un des points de vue de l'analyse complexe, et bon, je suis un peu issu de l'école japonaise de Sato, c'est de comprendre ce qui se passe dans le réel en complexifiant les variétés. Ce qui n'apparaît pas du tout ici. Et un des grands apports de l'analyse complexe, c'est justement les hyperfonctions de Sato qui permettent de faire de l'analyse sans analyse fonctionnelle, directement à partir des fonctions holomorphes. Ça n'apparaît absolument pas dans ce diagramme compliqué. C'est tout à fait vrai, professeur Shapira, mais c'est votre perception. Oui. Il y a des perceptions complémentaires. Ici, on verra qu'il y a des perceptions complémentaires qui sont très intéressantes, je pense. Il n'y a pas une voie. Je veux une remarque pour défendre Thom. Parce que le professeur Shapira a été très méchant. Non, mais Thom détestait la mécanique quantique. Et pour lui, le prolongement analytique, c'était la réalisation de la notion de causalité. Et c'était d'abord la causalité. Donc le fait qu'il y ait des fonctions holomorphes, c'est la causalité, c'est contre la mécanique quantique. Donc maintenant, le professeur Thom n'a peut-être rien compris à l'analyse complexe. Bon, en tout cas, le point fondamental, que ce soit du côté Thom, du côté Shapira, du côté Riemann plutôt, c'est que la variable complexe est absolument fondamentale en mathématiques. D'accord? Ça, c'est le premier point que j'insiste, indépendamment de Thom ou de Shapira ou d'autres perceptions différentes. La variable complexe est fondamentale. Continuons là-dessus. Ça, c'est le début de Grothendieck, autour de ce commencement de diagramme. Ce qui continue après, on peut le voir, c'est intéressant, c'est la théorie des catégories, c'est la géométrie algébrique, c'est les variétés topologiques.
Okay. Géométrie algébrique, la deuxième décennie, avec les théories des catégories, les variétés topologiques dans la troisième décennie. On voit un peu comment les choses sont diverses. La diversité de Grothendieck est fondamentale. Il travaille dans un spectre très très grand. Moi, je vais me concentrer uniquement maintenant sur la variable complexe dans ses débuts, parce qu'il faut restreindre d'une certaine façon la construction. Il y a Laforgue parlait à un certain moment d'une voie cachée chez Grothendieck, une voie cachée qui est importante ou quelque chose qui est dans la profondeur, qui se rapporte un peu à chercher des choses qu'on ne voit pas, usuellement. On ne voit pas. Le mathématicien cherche très souvent à démontrer des choses qu'il a perçues, et puis il construit avec cet énorme travail dont parlait Laforgue, des heures de travail, quantité de travail, produit finalement une vision de ce qu'il a perçu, qui était dans l'ombre, en profondeur. Ce qui est dans l'ombre, en profondeur, dans un certain sens, on va le voir, c'est Riemann-Roch. Je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est Riemann-Roch, le théorème de Riemann-Roch, et comment Grothendieck, à partir de là, trouvé une généralisation très importante qui n'est pas du tout arbitraire, qui est absolument naturelle. Donc on pourrait voir du point de vue contemporain des dernières 40, 50 années, deux grands programmes, le programme Grothendieck, le programme Langlands, et au centre quand même, il y a une très forte apparition de la variable complexe. Je veux parler d'abord sur quelques traits généraux de l'œuvre de Grothendieck, que je pense qu'ils sont importants et qu'on va spécifier après sur les exemples particuliers de la variable complexe. Dans mon exposé, il y a un aller et venir entre ce qui est plutôt général, plutôt vague, et ce qui est plutôt précis à travers les exemples de la variable complexe. Et je pense que c'est fondamental pour Grothendieck, pour comprendre Grothendieck, travailler sur les deux niveaux en même temps. C'est absolument fondamental. Quand on dit Grothendieck le grand généraliste, c'est une très grande erreur. Ce n'est pas seulement un très grand généraliste, c'est un très grand connaisseur de très précis exemples. Je vais vous donner une liste de quelques des exemples très précis sur lesquels il a travaillé. Et donc, l'aller et venir est absolument fondamental. Sans la généralité, les exemples n'ont pas de sens. Sans les exemples, la généralité n'a pas de sens. Le va-et-vient est fondamental là-dedans. Dans ce va-et-vient, du point de vue peut-être le plus abstrait possible, celui qui présente les choses d'une façon plus vague, mais en même sens, le vague est celui qui est le plus profond, c'est la nécessité d'universalité. Okay? Universalité, non seulement dans le sens classique universel, unum versus altrum, dans lequel l'universel, c'est une façon de donner une unité à ce qui est divers, une unité aux multiples, non seulement dans ce sens qui est très, très grothendieckien, bien sûr, il trouve toujours une unité où les divers mathématiciens voient une multiplicité, mais aussi dans le sens un peu plus précis du terme archétype. L'archétype, c'est quelque chose qui est au-dessus d'une quantité de divers murs, les types qui sont dans le concret, dans le particulier. Les divers types sont séparés par des murs, et si dans un certain sens on va au-delà du particulier et des murs, à l'abstraction, dans l'abstraction, on trouve une unité qu'on ne voit pas dans le particulier. L'archétype se projette sur les divers types. On va revenir sur cette idée plusieurs fois. L'archétype comme quelque chose d'universel qui se projette sur la diversité des types. C'est une espèce aussi de calcul différentiel intégral, conceptuel, général, qui est produit par la théorie des catégories. Et qui correspond aussi un peu à ce que disait à un certain moment Laforgue quand il disait
il était tellement surpris, et avec son enthousiasme, tellement surpris d'avoir trouvé ce qui finalement était important chez Grothendieck, c'était la vérité et non les axiomes. La vérité comme quelque chose d'archétypique qui se projette sur divers axiomes. Les divers axiomes sont seulement les diverses approximations pour arriver partiellement à une connaissance de l'archétype. Donc, en un certain sens, l'universalité est fondamentale, mais aussi la naturalité. La naturalité est essentielle, que les constructions ne sont pas artificielles, qu'il y a une ambiance catégorique et des transformations naturelles chez les catégories, et cette fameuse mer montante qui, en un certain sens, va éliminer toutes les diverses singularités, toutes les diverses spécificités du différentiel grâce à la mer montante. Et après, un troisième terme qui est fondamental, je pense, chez Grothendieck, la souplesse. C'est un mathématicien qui cherche fondamentalement la souplesse, dans tous les sens possibles. Des formes simples, des structures qui se comportent bien du point de vue de la différenciation, en particulier les faisceaux. Les faisceaux comme des objets extrêmement souples pour comprendre le passage du local au global. Si on voit ces trois termes fondamentaux, souplesse, naturalité et universalité, je crois que Grothendieck, de façon permanente, va et vient dans cette triade. Okay? C'est quelque chose, le même Kohn disait dans son intervention que penser vraiment, c'était penser catégoriquement. C'est beau de voir, d'écouter Kohn dire ça, que les catégories sont la vraie manière de penser. Ce qui est quand même surprenant qu'ils le disent. C'est assez intéressant. Donc la naturalité, l'universalité, la souplesse, ce sont des choses qui vraiment font que les mathématiques de Grothendieck soient différentes des autres mathématiques qui se construisent en même temps. Cette phrase est fondamentale, la phrase de Grothendieck directement. Ma principale motivation a été et reste celle de développer les outils algébriques d'une généralité et d'une souplesse suffisante pour le développement de cette géométrie arithmétique encore dans sa prime enfance. Cœur vraiment de mes amours avec les mathématiques. Donc ce cœur, c'est un cœur qui est vraiment le cœur du djinn qu'il cherchera dans la récolte Semaï et particulièrement dans Les Portes sur l'univers. Grand texte que je n'ai pas entendu écouter dans les interventions antérieures. L'appendice de récolte Semaï, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une étude sur la créativité au sens large, non seulement la créativité mathématique, mais où il utilise les idées mathématiques de sa construction. Il fait une sorte d'homologie, de combinatoire, d'étude de faisceau appliquée à l'idée de la création mathématique. En particulier, le yin, l'esprit féminin, c'est le souple, ce qui est naturel. Okay. Donc, ce sont des termes qui sont, disons, fondamentaux dans la recherche de Grothendieck. Et ce sont des termes que, je pense, surgissent d'une façon très naturelle à travers ses premiers travaux avec la variable complexe. On va le voir. Bien sûr, ça va bien au-delà des mathématiques, ceci. Bien au-delà des mathématiques. L'idée l'idée de chercher des archétypes, bien au-delà des types. L'idée de travailler avec des faisceaux, bien au-delà d'une construction atomique. L'idée de travailler avec des géométries en général, bien au-delà des logiques. Ça fait quelque chose de très particulier. C'est une vision du monde très particulière qui est en contradiction avec les forces plus grandes de son époque. À son époque, la théorie des ensembles, les diversifications de la mathématique, les logiques réduites, pas les logiques au sens étendu, par exemple, qu'Olivier Caramello doit avoir expliqué très bien dans sa présentation. Il y a une restriction de la logique analytique à un certain moment
qui n'était pas intéressante du tout du point de vue philosophique et qui devient intéressante quand la logique passe à travers les topos, ou comme le disait à un certain moment, c'est quelque chose de très connu dans les années 70, la logique naturelle des topos, c'est la logique intuitionniste. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de la construction analytique usuelle ensembliste. De même, il y a des termes qui sont fondamentaux chez Grothendieck et qui vont au-delà des forces philosophiques naturelles de son époque. C'est dans ce sens-là qu'à un certain moment, ce sera intéressant qu'il y ait une étude philosophique sérieuse de Grothendieck au-delà des mathématiques. Qu'est-ce qu'il apporte à la nouvelle philosophie? On va parler de ça à un certain moment, mais c'est quelque chose à faire entièrement. Rien de ça a été fait. Donc il y a des termes fondamentaux, l'idée de chercher l'universel, d'intégrer et de faire une synthèse au-delà de l'analyse, de la différenciation, de la relativisation. Tout ceci montre qu'il y a des forces grandes chez Grothendieck qui correspondent à cette triade. C'est une triade mathématique, mais au-delà de cette triade mathématique, il y a des forces culturelles très grandes. Je ne vais pas insister pour le moment, si vous voulez, on peut en parler après. Bon, allons-y directement à la variable complexe. Riemann et Grothendieck. Voilà une liste des premiers travaux de Grothendieck en ordre chronologique. C'est la thèse doctorale, puis un résumé de la thèse, puis un article pour le séminaire Bourbaki dont il expose ce qu'il avait fait dans la thèse, puis des articles sur les fonctions holomorphes, le fameux article, le résumé, où il introduit cette grande étude des 14 normes tensorielles sur les espaces de Banach. Je vais en parler. Le volume qu'il écrit au Brésil, Topological Vector Spaces, il l'écrit d'abord en français, il est traduit 20 ans plus tard. Le grand TOQ. Pour nous, de façon très importante, le théorème Riemann-Roch-Grothendieck, classe de faisceaux et théorème de Riemann-Roch. Et d'autres travaux sur les fibrés holomorphes, les faisceaux analytiques. Finalement, ça finit tout en 1961 avec cette technique de construction en géométrie analytique. Donc ici, vous voyez plus ou moins l'ordre chronologique de la première décennie de travaux de Grothendieck. Ne vous en faites pas des pages qu'on voit à côté, quand vous aurez le PDF. Ces pages font référence à un petit guide que je suis en train d'écrire sur l'œuvre de Grothendieck. Bon, un petit guide pour Grothendieck, ça fait 600 pages. L'année prochaine, j'espère le terminer, je suis déjà à la moitié. Et ce sera un petit guide où l'on voit plus ou moins où on peut trouver les travaux de Grothendieck. Il explique où est-ce qu'il a fait ceci, où est-ce qu'il a fait ça, où est-ce qu'il a introduit cette définition, quels sont ses principaux théorèmes, etc. C'est un guide de Grothendieck. Les références donc des pages sont à ce guide-là. Ce n'est pas important pour vous pour le moment, mais la liste est là. Et dans la liste, on voit une grande quantité de travaux sur la variable complexe, ce qui est très intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui était absolument secondaire pour Grothendieck, pas du tout. C'était quelque chose de vraiment important pour lui à un moment. Le début des références commence avec une mention que j'ai vue dans la Tribu, le journal de Bourbaki. En 1951, la Tribu fait référence d'une exposition que doit faire un Grothendieck sur le Riemann-Roch à la façon de Kodály. J'ai trouvé la référence dans la Tribu, mais je n'ai pas trouvé encore le texte, ou s'il y a eu un texte que Grothendieck a écrit sur cet exposé ou non. Je ne sais pas, peut-être Cartier nous expliquera ça après. En 1951,
1951, Riemann-Roch à la façon Kodaira, bien avant l'influence de Serre ou de Hirzebruch sur lui pour construire le Riemann-Roch-Grothendieck dont on parlera dans un moment. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à Grothendieck, qui vient de loin, qui le passionnait en un certain sens. Cartier vous a présenté dans son exposition l'émergence des espaces nucléaires. Je vous rappelle quand même, les espaces nucléaires, un espace nucléaire, c'est un espace vectoriel et topologique, localement convexe, qui a cette propriété catégorique très très forte. Cartier le disait dans son exposition, les catégories sont partout dans la thèse de doctorat, même si le terme n'est pas explicitement dit. Elles sont partout, Et la définition d'espace nucléaire catégorique, il y a plusieurs définitions d'espace nucléaire, mais la définition d'espace nucléaire catégorique, c'est un espace nucléaire vectoriel topologique localement convexe va être nucléaire si et seulement si, pour tout autre espace vectoriel topologique localement convexe, le produit tensorial avec l'espace est tel que les deux topologies naturelles, la projective et l'injective, coïncident. Donc c'est une définition complètement catégorique à ce début-là. Et pour lui, c'est très important, pour lui les deux grands exemples sont d'un côté les espaces de distribution, bien sûr, que Cartier vous a présenté, mais aussi, très très important, l'espace de fonctions holomorphes. L'espace de fonctions holomorphes, en général, sur une variété, va être un espace nucléaire. Et il y a une répartition des sorts qui est très importante. D'un côté vont aller les espaces nucléaires intéressants de dimension infinie qui seront essentiellement ou distributions ou fonctions holomorphes, ou les espaces de Banach de l'autre côté, de dimension infinie, qui seront ou les espaces L1 ou les espaces de fonctions continues. Et ils ne peuvent pas se combiner. Un espace de Banach nucléaire à dimension finie. Donc, pas d'intérêt là-dedans. Les fonctions holomorphes, donc, sont, dès le début, le grand exemple de quelque chose de souple, de naturel, lié à une vision catégorique très forte chez Grothendieck. Donc, en même temps, il y a la souplesse et l'universalité qui marchent, et la naturalisation à travers tout cet outil de la théorie de catégorie qui est en train de fonctionner très très fortement dans la thèse et qui sera explicite 4 ans après. Donc vous le trouvez là, à la thèse, à la deuxième partie, la page 58, l'exemple fondamental d'espace nucléaire de fonctions holomorphes sur des variétés en général, et en particulier sur la sphère de Riemann, sur laquelle il revient plusieurs fois. Voilà, je vous mets ici les exemples. Les sphères de Riemann. Il apparaît plusieurs fois les sphères de Riemann dans ses premières références. Okay. Il est très intéressé par cet objet, ce type d'objet sur lequel il va revenir d'une façon très intéressante et très originale dans sa 3e décennie. Quand il va regarder les espaces moduli et les sphères de Riemann, va être un exemple très intéressant pour lui. Il y a la dualité, dont tous les conférenciers ont parlé, la dualité fondamentale qui apparaît tout le temps. Exemple particulier, la dualité sur les espaces de fonctions holomorphes. Il y a une étude particulière, on voit ici le va-et-vient. Il y a la grande machinerie, avec des exemples précis d'espaces de fonctions, de l'analyse fonctionnelle, où il y a aussi les exemples très particuliers liés à la sphère de Riemann, où par exemple, Grothendieck fait un calcul explicite des fibrés holomorphes sur la sphère de Riemann, et il se rend compte que les fibrés holomorphes sur la sphère de Riemann sont des sommes directes de fibres dont les fibres sont toutes isomorphes au plan des complexes. Et il se demande s'il peut caractériser de cette façon la sphère de Riemann. La sphère de Riemann sera la seule variété holomorphe dont son groupe structurel sera donné par une somme de fibrés dont les fibres sont complexes, sont isomorphes au plan complexe. Donc il y a quelque chose de vraiment important pour lui dans les exemples de la variable complexe. Un autre exemple très très beau,
dans l'intervention de Kohn, à un certain moment disait que c'était une hérésie de penser que sur une catégorie abélienne, on met une structure additionnelle. C'est une hérésie si on prend les axiomes de catégorie abélienne, c'est-à-dire les axiomes où il y a suffisamment de noyaux et co-noyaux, et on peut factoriser. Mais si on n'a pas ça, si on a d'abord des axiomes préliminaires, comme a fait Grothendieck, c'est une catégorie abélienne. Dans une catégorie abélienne, vous demandez seulement qu'il y ait une structure de groupe sur les homomorphismes, sur les ensembles d'homomorphismes. Et là-dessus, Grothendieck donne un exemple très intéressant d'une catégorie additive non abélienne. Donc ce n'est pas une hérésie de penser une catégorie additive qui n'est pas abélienne. Ce n'est pas une hérésie du tout. Même si le grandissime mathématicien Kohn a insisté là-dessus, c'est vrai que si elle est abélienne, elle est nécessairement additive après, mais pas du tout au contraire. Pas du tout au contraire. Et l'exemple que donne explicitement Grothendieck, c'est un exemple de variable complexe. Il dit l'espace de fibres holomorphes sur les surfaces de Riemann, ça forme une catégorie additive non abélienne. Donc il y a des exemples très beaux de variables complexes qui vont tout le temps en marche avec ce qu'il est en train de penser d'un point de vue général. On voit tout le temps l'extrême minutie de l'exemple très précis. Moi, dans mon guide, qui est en train de se faire, disons, vous voyez ici par exemple toutes les références dans le guide, la quantité d'exemples que j'ai trouvés est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Grothendieck a tout le temps des exemples fabuleux. Ce n'est pas le abstract nonsense qu'on parle avec de Grothendieck qui serait une vraie monstruosité. Non, c'est un mathématicien très, très fin, très, très attentif aux exemples, et en même temps avec la capacité unique à lui, la unique. Beaucoup de mathématiciens voient bien les exemples, mais il a la capacité unique d'aller bien au-delà des exemples et de montrer que les exemples, ce sont des petites choses de type qui sont projetées par des archétypes beaucoup plus profonds. L'exemple fondamental là-dessus, c'est la catégorie, le Riemann-Roch. Non? Je vais directement alors à Riemann-Roch. Le Riemann-Roch. Bon, je vous rappelle rapidement le Riemann-Roch classique. C'est un résultat que peut-être vous connaissez tous, mais qui est très très profond et très simple à la fois. Vous avez une surface, ça peut être une surface de Riemann, et il y a deux façons. Laforgue parlait de l'intérieur et de l'extérieur du point de vue de Récolte-Sema et de la connaissance de soi, de la connaissance d'autrui, mais il y a l'intérieur et l'extérieur aussi du point de vue strictement technique dans la variable complexe, que Riemann a découvert, qui est une découverte spectaculaire. Vous avez une surface, vous pouvez la regarder de façon interne, et vous regardez par exemple le nombre de circuits dont vous nécessitez pour la diviser en deux parties inconnexes. Par exemple, la sphère de Riemann avec une coupe, vous la divisez. Le tore avec une coupe, vous ne la divisez pas, vous avez besoin de notre recoupe. Donc, le genre de la surface, ou le genre d'une surface de Riemann en particulier, c'est le nombre de coupes dont vous avez besoin pour la séparer, moins 1. Ou le nombre de trous aussi, si vous voulez. C'est équivalent. Donc, vous avez la notion de genre, qui est donnée d'un point de vue géométrique de façon interne dans la surface. Vous n'avez pas besoin de sortir de la surface. Mais Riemann a découvert quelque chose d'absolument incroyable. C'est que si vous regardez la surface vers l'extérieur et vous prenez tout ce qui est négatif vers l'extérieur, les fonctions méromorphes qui ont des pôles, vous vous donnez quelques points sur la surface. Et vous prenez toutes les fonctions méromorphes qui ont des pôles sur les points sur la surface, ça vous donne un espace. En fait, c'est un espace vectoriel. Dans le temps de Riemann, il n'y avait pas ce langage, mais il y a une dimension de cet ensemble, de cet espace vectoriel de fonctions méromorphes. Et en même temps, vous regardez tout ce qui est positif. Vous prenez toutes les fonctions holomorphes qui partent de la surface et qui ont des zéros sur les points donnés.
Ça vous fait la dimension d'un espace de méromorphe moins la dimension d'un espace d'holomorphe. Ça donne le genre, excepté une constante. C'est la fameuse équation de Riemann-Roch que voilà. M, c'est le nombre de points que vous choisissez, le genre plus 1, c'est la dimension de l'espace des méromorphes moins la dimension des holomorphes. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue mathématique, c'est le grand début de la géométrie algébrique moderne, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui certainement a dû plaire beaucoup à Grothendieck du point de vue presque émotionnel. À un certain moment, on parlait ici dans le séminaire s'il y avait des émotions dans la mathématique de Grothendieck. Je pense certainement qu'il y a un désir d'harmonie très très fort. Vous savez qu'il était musicien, il avait un désir d'harmonie absolument extraordinaire. Et cette harmonie algébrique est collée à l'harmonie géométrique, ça a dû lui frapper très très fort. Et comme je vous dis, ça vient de loin. L'exposé qu'il a fait sur le Riemann-Roch classique à la façon Kodály, ça vient de 1951. Puis ça a été généralisé par Serre. Serre lui a donné l'aspect homologique. On peut parler de la dimension des groupes d'homologie au lieu de parler de la dimension des espaces vectoriels. Et il y a l'équation de Serre qui est là. Puis Hirzebruch a introduit une topologisation de la situation. Et Riemann et Grothendieck est allé encore plus loin et a trouvé quelque chose d'extraordinaire, encore. Bon, Grothendieck est toujours extraordinaire, mais chaque fois qu'on le voit, on est tellement surpris de sa capacité d'invention. C'est une idée absolument extraordinaire. Et vous prenez une variété quelconque avec de bonnes conditions de souplesse. La souplesse, elle est partout chez Grothendieck, de bonnes conditions de souplesse pour que les choses marchent, de bonnes conditions de souplesse sur la variété. Et vous prenez les faisceaux cohérents sur la variété. Vous vous rappelez ce que c'est les faisceaux cohérents. Vous avez une variété, au-dessus de la variété, vous prenez des fibres qui sont des anneaux. Ça vous donne un premier faisceau, des anneaux sur la base topologique. Et puis, vous continuez, vous faites une itération du faisceau. Donc ça, c'est déjà important. Chaque itération en mathématiques, usuellement, est très importante, style Cantor, des choses comme ça. Une itération, vous prenez un espace topologique. Sur les fibres, vous prenez des anneaux. Là-dessus, vous prenez ça comme la base d'un nouveau faisceau. Et sur chaque anneau, vous prenez un module. Ça vous fait un faisceau de modules sur des anneaux. Et le faisceau est cohérent si la meilleure souplesse se donne, c'est tout. La meilleure souplesse possible. C'est-à-dire que les fibres des modules sont de type fini et les noyaux qui colliguent les diverses fibres sont aussi de type fini. Donc l'idée de Serre introduit les faisceaux cohérents. L'idée de Serre est aussi très très naturelle pour Grothendieck. Ces choses sont pour lui comme très très naturelles. Pour nous, peut-être elles ne semblent pas tellement naturelles parce qu'on a été éduqué dans une tradition très théorie des ensembles où les choses ne sont pas souples. L'essence de la théorie des ensembles n'est pas être souple. La théorie des catégories est beaucoup plus souple que ça. Donc il y a les faisceaux cohérents et le groupe de la catégorie, vous dites, ce sera la plus simple des choses possibles imaginées sur les faisceaux cohérents. En effet, vous prenez le groupe libre engendré par les faisceaux cohérents sur la variété. Le groupe libre, c'est le plus simple possible, où il y a la souplesse absolue. Il n'y a aucune obstruction particulière. Le groupe est libre. C'est quelque chose d'universel, naturel, souple. C'est Grothendieck tout le temps, la souplesse. Vous prenez le groupe libre des faisceaux engendrés par les faisceaux cohérents et Grothendieck découvre une projection naturelle du groupe de la catégorie sur l'homologie, un petit carré qui semble commutatif et qui n'est pas commutatif, et dans la non-commutativité, il trouve l'équation de Riemann-Roch. Donc c'est assez extraordinaire. La pensée générale reçoit d'une façon très profonde et très nouvelle des conditions qui déjà étaient surprenantes.
Grothendieck disait toujours qu'avec le Riemann-Roch, Grothendieck, c'est qu'entre guillemets, il était devenu grande vedette dans le panorama mathématique. En effet, le Riemann-Roch-Grothendieck, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est un hommage, bien sûr, à l'harmonie de Riemann, à la profondeur de la variable complexe, au faisceau, tout ce dont je parlais à un certain moment qui était fondamental ici. Les faisceaux, les formes simples, les structures, la souplesse qui est à droite, la naturalité, les archétypes, parce que le groupe de la catégorie se projettera sur les homologies. Tout est naturel. Et on dirait tout est très simple. En fait, Grothendieck insistait tout le temps, les mathématiques sont très simples, sont très très simples, sont enfantines. Pourquoi? Parce que finalement, à un certain moment, quand Grothendieck arrivait à ce qu'on appelait penser juste, quand il arrivait à penser juste, il donnait les bonnes définitions, tout découlait d'une façon naturelle. Et pourquoi il pensait juste? Parce qu'il avait cette capacité extraordinaire d'aller vers l'abstraction comme méthode pour échapper aux obstructions particulières. On ne généralise pas d'une façon arbitraire. Grothendieck généralisait toujours avec des raisons très précises dans son cerveau. Il cherchait toujours la meilleure façon possible, la façon la plus naturelle, la plus simple possible, de construire une théorie qui résoudrait le problème particulier, qui éliminerait les murs. C'est pour ça que la métaphore de la mer qui monte, la mer montante est importante. Riemann et Grothendieck dans Récolte et Semailles. Quelques extraits de Grothendieck sur Riemann. Grothendieck sur Riemann. Moi qui ne suis pas fort en histoire, on le sait bien, et on l'a répété ici plusieurs fois dans les interventions antérieures, moi qui ne suis pas fort en histoire, si je devais donner des noms de mathématiciens dans cette lignée-là, c'est la lignée des bâtisseurs, de ceux qui construisent des grandes théories. Il me vient spontanément ceux de Galois et de Riemann, au siècle dernier, celui de Hilbert. Donc il se voit directement comme l'héritier de Galois, Riemann et Hilbert, et il y a des raisons profondes pour que ce soit comme ça. Il y a des raisons non seulement émotionnelles très importantes pour lui, mais il y a des raisons mathématiques très profondes pour voir à Grothendieck comme celui qui a le mieux compris l'intersection de Galois et Riemann. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le Riemann-Roch-Grothendieck, voilà que de toute façon, de temps en temps, un Grothendieck glissait. Il doit y avoir déjà 15 ou 20 ans. Il écrit ça en 1985, donc ce doit être à la fin de l'IHS. En feuilletant le modeste volume constituant l'œuvre complète de Riemann, j'avais été frappé par une remarque de lui en passant. Il y fait observer qu'il se pourrait bien que la structure ultime de l'espace soit discrète et que les représentations continues que nous nous en faisons constituent peut-être une simplification, excessive peut-être à la longue, d'une réalité plus complexe. Donc il y a ce désir de lire quand même les grands maîtres. Il lit Riemann à un certain moment. C'est la seule référence que j'ai à ce moment-là, mais il doit peut-être avoir d'autres références à cette lecture qu'il a fait de l'œuvre de Riemann. Mais il l'a fait en tout cas. Nous ne savons pas s'il l'a fait en profondeur ou brièvement, mais il s'est approché à l'œuvre de Riemann, à ce volume spécifique des articles de Riemann. L'œuvre de Riemann tient en un modeste volume d'une dizaine de travaux. Il est vrai qu'il est mort dans la quarantaine, dont la plupart contiennent des idées simples et essentielles qui ont profondément renouvelé la mathématique de son temps. Je pense que ce serait la façon dont Grothendieck voudrait que lui-même soit reconnu dans les temps qui viennent, comme des idées très profondes et en même temps très simples. Très simples. Si la chose n'est pas simple, ce ne doit pas être Grothendieck. Ici je pense qu'on doit être détaillé avec les préjudices qu'il y a sur Grothendieck. On dit Grothendieck est illisible. C'est complètement faux. C'est complètement faux.
S'il y a quelqu'un qui est facile à lire, c'est Grothendieck. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Patience, une grande patience. Mais il est très, très précis. Il va très lentement. Comme on le disait, il va très lentement. Donc on comprend Grothendieck. Mais il faut prendre du temps. On ne le lit pas en 10 minutes. On ne le lit pas en 300. On le lit plus ou moins dans une dizaine d'années. D'accord? Mais c'est quelque chose d'important à faire, je pense, pour les jeunes particulièrement. C'est pour ça que je suis tellement content du séminaire que Frédéric est en train de promouvoir ici, parce qu'il faut revenir à lire Grothendieck, vraiment. C'est quelque chose qui est fondamental pour les jeunes. L'autre référence à Riemann, c'est le domaine analytique complexe, le théorème à la Riemann-Serre, où il voit la géométrie analytique de Serre comme une continuation de Riemann, etc. Donc ça ce sont les quelques références qu'il y a directement à Riemann sur Récoltes-Semailles. Et si vous voyez l'ensemble, donc il y a 5 ou 6 références dans la première décennie. Okay? Moi, je me suis restreint ici seulement à la première décennie. Si vous allez regarder Riemann dans la seconde décennie de l'IHS et particulièrement dans la troisième décennie de 1981 à 1991, les références sont beaucoup plus grandes. Chaque fois, il est plus important pour lui, particulièrement à la fin. À la fin, Riemann devient vraiment le grand mathématicien que Grothendieck voudrait pouvoir continuer dans sa lignée. Si on va un peu plus loin, et on se restreint non seulement à Riemann, mais à la variable complexe, les références sont beaucoup plus grandes. Je vous rappelle encore ici les produits de sa première décennie. La thèse de doctorat, un résumé de sa thèse, une exposition à Bourbaki, 2 textes sur les espaces de fonctions holomorphes, en allant beaucoup plus loin de simplement les regarder comme des espaces nucléaires, mais en regardant plus profondément quelles sont ses propriétés topologiques, ses propriétés algébriques. Il y a le gigantesque, fascinant résumé de Sao Paulo, dont Gilles Pissier a parlé beaucoup ici. Il y a le livre qu'il a écrit en français à Sao Paulo qui a pu être traduit. Il y a le Toku. Il y a surtout pour nous le théorème de Riemann-Roch à la Grothendieck. La classification des fibres holomorphes sur la sphère de Riemann, c'est ce théorème dont je vous disais. Le groupe structurel est caractérisé par la somme de fibres isomorphes complexes. Et puis il y a les faisceaux analytiques cohérents, la continuation des idées de Serre sur le FAC, fameux article 1955 de Serre qui semble avoir eu une énorme force sur Grothendieck. Il a vraiment été marqué par cet article de Serre d'une façon très profonde. Il insiste plusieurs fois sur ça, il revient sur ça plusieurs fois, mais ça c'est une des diverses approximations que Grothendieck a sur la géométrie analytique. Et puis il y a ce grand traité de technique de construction en géométrie analytique que j'ai laissé en dehors parce que c'était trop long de parler de lui, mais c'est un texte très très important qui correspond à sa deuxième période, non? En même temps qu'il travaillait à l'IHS au fondement de la géométrie algébrique et l'invention des topos, en même temps, il formait les fondements de la géométrie analytique à sa façon. Okay? C'est une époque d'une productivité absolument incroyable. Les exemples sont nombreux là-dessus. Il y a quelques-uns qu'on a mentionnés, d'autres. Vous voyez là les espaces de fonctions holomorphes, du point de vue de la nucléarité, du point de vue de la dualité, la nucléarité, la dualité, du point de vue de CVT. Puis il y a ce travail extraordinaire, non? Le travail de Sao Paulo, dont Gilles Pissier vous a parlé, et cette
incroyable et surprenante situation où la constante de Grothendieck réelle et complexe sont assez différentes et dont à ce moment elles ne sont pas encore complètement connues. Il y a l'exemple très beau sur la catégorie additive non abélienne, l'exemple clé pour toute sa continuation d'utilisation de faisceaux pour aller de l'avant dans ces perspectives catégoriques. Une sera la catégorie de faisceaux où les fibres sont des groupes abéliens. Ça vous donnera une catégorie abélienne. Mais il y aura aussi la catégorie de faisceaux où les fibres seront des ensembles. Ça vous donnera les topos. Donc il y a les catégories abéliennes et les topos qui surgissent d'une façon profonde de la notion de faisceau, en même temps, avant, avec l'exemple fondamental du faisceau cohérent des germes de fonctions hélomorphes partout. Bon, ça c'est, disons, un petit guide de quelques-uns des références directes de Grothendieck sur Riemann, ses idées fondamentales sur Riemann-Bloch-Grothendieck, les références dans les récoltes semailles, les exemples particuliers dans toute la décennie, les idées. Il y a des idées absolument fondamentales là-dessus, des idées très très fines, où on retourne sur cette version très particulière de Grothendieck de regarder le monde mathématique avec toutes ces différences d'un point de vue supérieur, non seulement pour généraliser, mais parce que dans l'universalité supérieure, il y aura de la souplesse, il y aura des connexions qu'ici on ne voit pas. Les connexions sont séparées. Les espaces de la mathématique sont séparés. Si on regarde du point de vue abstrait général, on trouve la souplesse, on trouve la naturalité, l'universalité, ce qui est quelque chose de très important pour lui. Il y a une harmonie naturelle dans la généralisation, dans l'abstraction. Dans l'archétype que vous avez vu avec Pissier, l'archétype fondamental, les 3 normes tensorielles de l'article de Sao Paulo, duquel dérivent les autres 14 normes tensorielles naturelles sur les espaces de Banach. L'inégalité de Grothendieck et le cas particulièrement important de la différence entre la constante du point de vue de complexe et du point de vue de réel. C'est un archétype avec des applications, comme Pissier vous a montré, absolument surprenantes, incroyables. Il y a des choses qui sont plus intéressantes du point de vue philosophique, plus philosophique, comme Cécinière vous aurait montré aussi dans ses exposés. L'importance, par exemple, du point de vue, du changement du point de vue. La lutte entre l'intérieur et l'extérieur. Ne pas définir un objet d'une façon externe, mais regarder d'une façon, ne pas regarder l'objet isolé, mais le mettre dans cette mer montante. Pourquoi? Parce que dans la mer montante, il y aura une structure profonde qui n'est pas dans l'objet. L'objet n'a pas la structure profonde, mais tous les objets similaires formeront une structure profonde, une structure de catégorie profonde derrière. Que ce soit du point de vue des catégories abéliennes, que ce soit du point de vue des topos, comme je vous ai dit, ce sont des lectures orthogonales. Non comprendre l'objet en soi, mais à travers le foncteur. Donc tout ceci est totalement naturel chez Grothendieck. C'est quelque chose qui est vraiment simple pour lui et qui devrait être simple pour nous aussi, si on n'était pas tellement mal éduqué dans une tradition très très ensembliste. Il faudrait faire peut-être cas à Kohn quand il dit la vraie manière de penser est catégorique. C'est quand même surprenant. Ne pas penser à l'existence d'isomorphisme, mais l'existence unique de certaines relations d'équivalence entre catégories. Donc, il y a des archétypes qui sont dynamiques, contrairement aux types qui deviennent statiques,
Ou aussi, ce que disait Kohn dans sa conférence, j'imagine Caramello disait dans la sienne, je n'ai pas eu la chance d'écouter sa conférence, l'importance des logiques dynamiques dans les topos, fondamentale. La théorie des ponts que Caramello est en train de promouvoir, c'est fondamental, c'est absolument essentiel pour comprendre les mathématiques contemporaines. Et dans tout ceci, il y a quelque chose d'important, c'est que l'archétype devient dynamique et les types sont statiques. Il y a une inversion métaphysique qui est importante. Il y a une souplesse particulièrement forte dans le Toku. Ici, on est en train de parler du Toku dans cette deuxième partie. Ici, c'était quelques idées d'archétypes et de types dans le résumé de Sao Paulo. Ici, c'est les idées d'archétypes et de types dans le Toku. La souplesse infinitaire est très importante. Les axiomes d'infinité sont vraiment fondamentaux dans cet article. C'est la première introduction dans la théorie des catégories de construction infinitaire. Et en particulier, il y a quelque chose de très, très important dans cet article, c'est qu'il utilise à fond la théorie des ensembles. Pour démontrer qu'il y a suffisamment d'injectifs dans toute catégorie abélienne avec de bonnes conditions de souplesse. Bonnes conditions de souplesse, c'est qu'il y ait un générateur et qu'il y ait suffisamment d'axiomes infinitaires. Pour qu'il y ait suffisamment d'injectifs, il démontre par une preuve de récursion transfinie, très fine, utilisant tous les ordinaux de Cantor, l'existence de suffisamment d'injectifs dans la catégorie. Donc ici, il est en train de faire une mixture assez spectaculaire entre théorie de catégorie et théorie des ensembles. Puis il y a le Riemann-Roch-Grothendieck, où on voit comment tout est naturel, tout est souple, et il démontre plus ou moins que l'idée de faisceau est suffisamment universelle et suffisamment générale pour, à partir d'elle, reconstruire le nombre et reconstruire l'espace. C'est très, très, très surprenant, très fort. Il démontre que les types de l'espace et les types du nombre, les genres et les dimensions algébriques sont des cas particuliers de l'ajustement de non-commutativité, de non-commutativité, ce qui est très intéressant. C'est un peu, il se sentait beaucoup de fois l'héritier de Galois aussi. L'importance du nom en gallois, vous savez, est absolument fondamentale. L'importance du nom à Grothendieck, ici particulièrement, est très brillante. Donc il y a des idées profondes qui vont bien au-delà des mathématiques, et qui parlent de cette voix un peu qu'on n'entend pas beaucoup, que la forme parlait de cette voix basse, une nature profonde des choses. Il y a par là une nature profonde des choses, une voix basse. Et peu à peu, Grothendieck a la capacité d'écouter cette voix basse et de construire tout cet édifice extraordinaire avec toute cette énorme quantité d'exemples. Je ne dirais suffisamment jamais énorme quantité d'exemples. C'est incroyable. Il introduit les topos et la première chose qu'il donne, c'est 15 exemples de topos différents. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Exemple tout le temps. Vision. Il y a des visions extraordinaires qui proviennent de cette première décennie. Cette phrase est peut-être une des plus extraordinaires de l'histoire des mathématiques. Il trouve que pour construire une cohomologie suffisamment fine pour résoudre les conjectures de Weyl, il faut faire une connexion entre deux mondes apparemment très différents. Connections between shift-theoretic cohomology and cohomology of Galois groups on the one hand, la partie galoisienne algébrique d'un côté, and the classification of unramified coverings of a variety of the other. Riemann. Vous voyez là directement Galois et Riemann connectés dans une vision incroyable qu'on ne peut appeler de notre façon qu'un acte de foi. Lafort parlait de l'acte de foi, tellement important chez Grothendieck. C'est un acte de foi. En 1958,
il voit une connexion incroyable entre Galois et Riemann qui va lui donner, il croit, la solution des conjectures de Weyl qui était complètement inabordable à l'époque. C'est un problème très, très, très particulier, extrêmement particulier. Ce qu'il fait, c'est construire une énorme marée, c'est une marée montante gigantesque, qui va finalement résoudre ce petit problème particulier qui finalement n'était pas très important. Ce qui va être très important, c'est la construction gigantesque. Ce n'est pas résoudre finalement la conjecture de Weyl qui est important, je pense. Ce n'est pas résoudre finalement le théorème de Fermat qui est important. C'est tout ce qui a été construit autour du théorème de Fermat qui est important. Ici aussi, il y a cette énorme marée, une marée vraiment extraordinaire, où il voit, c'est un visionnaire. Beaucoup des conférenciers antérieurs parlaient de la vision, l'extraordinaire vision de Grothendieck, Cartier, Laforcon. Tout le monde parlait de cette vision, la capacité visionnaire de Grothendieck. Il a cette vision dans cette petite phrase. La cohomologie de Weyl va être une connexion très particulière entre Galois et Riemann. Et ça va me donner la résolution finale de la cohomologie nécessaire pour résoudre les conjectures. Vous savez bien que 1958 jusqu'à 1974, qu'elle a finalement été résolue par des lignes, et au milieu, toute la construction à l'IHS de Grothendieck, ça fait des milliers de pages. Des milliers de pages sont entrevues dans cette vision très, très profonde, où il détecte quelque chose d'incroyable. On peut l'appeler pensée juste à Lacan, on peut l'appeler cette notion de voix, une voix sombre dans les choses à la fois. Il y a un acte de foi, une capacité qu'il a de croire dans son système, et finalement son système marche, avec une énorme quantité de travail. Son système marche. Voilà, les conjectures de Weyl. C'est quelque chose de très particulier, d'un grand intérêt pour les théoriciens des nombres, mais je pense que le problème en soi-même n'est pas tellement important. Ce qui est fantastique, c'est toute la marée montante qui le résout. Les premiers outils sont les outils de ce qu'on pourrait appeler la mathématique moderne de Weyl, très intéressant, les variétés algébriques abstraites et la topologie de Zariski, dans cette tension fondamentale, cette dualité fondamentale qu'on voyait au début entre continu et discret. D'accord ? Et où Grothendieck introduit, et la photo là, elle est typique de lui, il écoute quelque chose, et il est capable de croire profondément à ce qu'il écoute, et puis il est capable de construire cet énorme espace de travail qui sera le séminaire de géométrie algébrique, les éléments de géométrie algébrique avec Dieudonné. Énorme capacité de construction architectonique, mais après avoir écouté la voix profonde des choses. Ça, c'est Grothendieck. Je pense qu'il n'y a personne comme lui, avec cette capacité extraordinaire de sentir la profondité, en même temps d'avoir l'énergie et la volonté et la générosité, personne très généreuse, de construire tout un monde pour arriver à cela. La clé est bien sûr le faisceau, vous le voyez là-dedans. La clé est dans l'écoute des faisceaux. D'un côté, ça produit les représentations algébriques qui sont plutôt proches des schémas dont parlait Césignard à un certain moment, ou des représentations topologiques dont a parlé Kohn et j'imagine Olivier Caramel. Donc, il y a quelque chose d'unitaire qui est souple, universel, souple et naturel. Il y a de la souplesse, de la naturalité et de l'universalité. Ça, c'est Grothendieck. Ça, c'est vraiment Grothendieck. Souplesse, naturalité, universalité. Avec cette énorme capacité d'aller et venir entre le plus général et le plus particulier. Ceci peut se réduire à un accent, ce qui est quand même assez surprenant. Même les spécialistes de Grothendieck confondent souvent étalé et étal. Ce sont des choses absolument différentes. Ce
sont les pôles. Les pôles complètement différents. L'étalé, c'est plutôt l'espace étalé dont parlait Shapira à un moment. Les espaces étalés, et le faisceau comme espace étalé. Ou sinon, le contraire, les schémas étals, où les choses sont lisses, où il n'y a pas de protubérance dans les schémas. Étalé versus étal, le déployé versus le plié. On peut dire qu'il y a une synthèse dans un accent. À gauche, on sent plutôt Galois. À droite, on sent plutôt Riemann. Galois et Riemann. C'est dit directement par Grothendieck, non? À Récolte et Semaille. La géométrie nouvelle est avant toute autre chose une synthèse entre le monde arithmétique et le monde de la grandeur continue. Dans la vision nouvelle, ces deux mondes jadis séparés n'en forment plus qu'un seul. Ça, c'est encore fondamental. La séparation des mathématiques, la spécialité à outrance, c'est quelque chose qui va profondément en contre avec Grothendieck. Il est un très très grand spécialiste, mais en même temps, il lutte tout le temps contre la spécialité. Ça, c'est fondamental. Et je pense unique au XXe siècle. C'est vraiment quelque chose de peut-être qu'il y avait Hilbert aussi, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Une personne qui a eu cette capacité de voir tant de choses en même temps, on le voyait au début, un grand spécialiste en analyse fonctionnelle, un bon spécialiste en variables complexes, un grand spécialiste en géométrie algébrique, qui va devenir aux années 80, aux années 80, il va devenir un grand spécialiste dans les espaces moduli des surfaces du Riemann, le groupe de Grothendieck et Müller, pour essayer de caractériser le groupe de Galois absolu. Il y a une quantité de mathématiques absolument diverses chez lui, mais cette quantité diverse a toujours le besoin de trouver quelque chose qui les unifie d'une manière souple, qui produit les connexions d'une manière souple, vraiment. Il faut lutter contre cette séparation, dit Grothendieck, et il y réussit. C'est un cas vraiment exceptionnel. Voilà quelques tableaux pour finir de l'œuvre de Grothendieck qu'on a fait à mon séminaire à Bogota il y a 2 ans. On a fait un séminaire de quelques semestres sur Grothendieck. Quelques tableaux sont sortis de là. Voilà le premier tableau. Le premier tableau, c'est la première décennie. Il y a 1955, ce que Grothendieck appelle le tournant crucial, où il passe de la grande spécialité en analyse fonctionnelle aux grandes ouvertures en géométrie algébrique. Mais j'ai fait l'exercice de mettre, disons, au-delà des développements de Grothendieck, qui sont surtout dans cette partie-là, ça c'est Grothendieck, les développements propres à lui. Et j'ai essayé de mettre quelles sont les bases, quelques bases des mathématiques modernes qui sont derrière les grandes méthodes contemporaines de Grothendieck. Moi, je fais usuellement une différence entre mathématiques modernes de 1830 à 1950 et mathématiques contemporaines de 1950 jusqu'à aujourd'hui. En particulier, avec l'apparition des faisceaux, comme un objet vraiment important mathématiquement, et aussi avec l'apparition de Grothendieck. Okay? Mais en bas, ici en bas, vous avez plutôt les lectures qui sont modernes. La topologie, l'analyse fonctionnelle, la variable complexe, l'algèbre. Et je fais plus ou moins l'exercice de voir quelle de cette partie de variables complexes, d'analyse fonctionnelle, de topologie ou d'algèbre se réalise dans l'œuvre de Grothendieck, dans la première décennie. Disons, pour montrer quelque chose, la variable complexe. Le Riemann-Roch classique, ou les espaces de fonctions holomorphes, ou la sphère de Riemann, par exemple. Où est-ce qu'ils apparaissent? Ils apparaissent, par exemple, les espaces de fonctions holomorphes de manière très importante ici, à la thèse doctorale. L'exemple fondamental d'espace nucléaire, à part les espaces de distribution. Ici, par exemple, à la catégorie, le Riemann-Roch de manière fondamentale. Okay? Très, très forte. Puis il y a les techniques de construction en géométrie analytique
qui correspond à mettre en fondement quelques-uns des articles dont j'ai parlé dans la décennie, les espaces sur les fonctions, les articles sur les espaces de fonctions holomorphes. Il met tout ça en ordre dans un grand texte qui s'appelle Technique de construction en géométrie analytique. Ce sont des exposés qu'il fait au séminaire Bourbaki. Et là, il y a tout. Là, il y a toute cette partie complexe qui est très forte. Okay. Et dans le tournant définitif, la grande conférence d'Édimbourg, cet acte de foi ou cette vision unique, okay. Là-dedans, bon, il n'y a pas la lecture fonctionnelle, mais il y a le Riemann qui est fondamental. Okay. J'ai une question. Oui. En dimension 1, c'est Grothendieck le premier qui a fait la dualité de serre, c'est-à-dire la dualité entre les fonctions holomorphes au voisinage d'un compact et le H1, la cohomologie à support compact des formes holomorphes. Ça, c'est serre probablement. C'est pas Grothendieck. Il l'a généralisé aux opérateurs elliptiques. Je ne sais pas exactement là, mais je penserais que c'est serre, et peut-être Cartier doit savoir ça. Bon. Ici, on voit alors une première partie où la variable complexe est plus ou moins présente. Il est important de se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment le pôle fondamental, mais elle y est. C'est ce que je voulais dire dans cette intervention que je fais dans le séminaire. Elle est importante pour lui. Elle n'est pas un des grands pôles. Les grands pôles sont quand même l'algèbre et la topologie tout le temps. Okay? Continue à être le grand pôle et on le voit parfaitement. Toutes les apparitions de la topologie ici sont très fortes, vous voyez. La topologie apparaît d'une façon très forte dans cette partie. Et l'algèbre apparaît d'une façon très forte dans cette partie aussi. Ce sont les apparitions au cours de la première décennie. Tandis que la variable complexe, elle y apparaît, mais non de la façon aussi fondamentale que l'algèbre et la topologie, ce qui est clair. Parce que, bien sûr, Grothendieck doit être plutôt connu comme le grand continuateur de Galois et Riemann, c'est-à-dire une personne qui a d'une façon très très profonde renouvelé la topologie catégorique d'un côté et d'un autre côté l'algèbre topologique dans la dernière décennie. Si on continue avec ceci, ici vous le verrez en espagnol parce que je n'ai pas eu le temps de le traduire en français, mais c'est la même chose. Hein. L'espagnol et le français, c'est vraiment la même chose. On peut lire le français, on peut lire l'espagnol en même temps, c'est pas difficile. Si on continue un peu, dans la deuxième partie, on voit l'apparition de nouvelles forces très très grandes. Les schémas, dont ce Signiarque a parlé, les topos, dont on parlait Kohn et Caramello, le topos étal d'un schéma. La clé de la résolution des conjectures de Weil. De nouvelles forces apparaissent. Okay? Mais ces nouvelles forces sont aussi relationnées avec les forces qui viennent d'avant. Okay? Il y a des connexions importantes ici. Il y a des connexions importantes dans les divers niveaux. À un certain moment, je ne sais pas qui parlait de l'importance des niveaux chez Grothendieck. C'est fondamental, non? Il y a cette idée fondamentale que c'est une mathématique en déploiement perpétuel. Ça se déploie. Il y a un déploiement des idées qui se donne peu à peu. Et on voit en particulier ici, dans la variable complexe, la variable complexe, elle apparaît aussi d'une façon importante dans la continuation des travaux, dans le séminaire de géométrie algébrique en particulier et dans les éléments de géométrie algébrique. On voit les espaces de fonctions holomorphes comme exemple souvent. Ce sont des exemples qui souvent apparaissent dans les grands traités. Et le Riemann classique est toujours au centre des idées de Grothendieck. Si on continue comme ça, finalement, on voit tout en même temps.
sont des schémas très superficiels, mais ce sont des schémas qui donnent une certaine orientation. Il y a une certaine orientation. Et surtout, en continuant ce que disait Cartier, une énorme continuité. Grothendieck, c'était un penseur, comme tous les grands penseurs, j'imagine, ce sont des penseurs où la continuité est fondamentale. Ce n'est pas qu'il est différent ici et là. Il y a une continuité très grande. Il y a une unité profonde dans son travail. Et cette unité profonde, on peut la voir si on fait l'exercice de quoi? De le lire. C'est ça le problème fondamental et c'est ça pourquoi l'idée de Frédéric est fondamentale. Nous, on est ici uniquement pour vous inciter à lire Grothendieck, particulièrement les jeunes. Il faut lire Grothendieck, il faut lire beaucoup de Grothendieck, il faut passer une dizaine d'années à lire Grothendieck. Je pense que c'est du temps gagné. Okay? C'est du temps gagné. On le voit ici, et dans la troisième décennie, c'est clair aussi. La variable complexe, elle apparaît d'une façon très forte, par exemple, ici, autour des espaces moduli des surfaces de Riemann. Toute la géométrie annabellienne de Grothendieck, c'est une construction abstraite, suffisamment grande, pour essayer de caractériser quels sont les divers niveaux des espaces moduli de surface de Riemann. Le groupoïde fondamental lié au groupe de Grothendieck et Müller, lié à la variable complexe, on le voit apparaître une bonne quantité de fois. Vous le voyez ici, ici, etc. Vous le voyez à une bonne quantité de niveaux. On peut le regarder avec suffisamment d'attention quand ce sera le cas. Ici, je vous laisse les informations et à la pratique, tout ceci est en train d'être écrit avec suffisamment de précision dans mon guide. Je suis déjà aux 300 premières pages et j'espère finir les dernières 300 pages pour l'année prochaine. Ce sera un guide de l'œuvre de Grothendieck dans sa totalité. Un guide, ça peut être seulement un guide, rien d'autre. Où est-ce qu'il a dit ceci, où est-ce qu'il a dit cela, une petite description. À la fin, j'essaie quand même de faire mon interprétation, mais ce qui est surtout intéressant, c'est le guide. Le guide, où est-ce qu'il a dit? L'exercice de le lire attentivement. Bon, j'ai fait cet exercice depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je lis attentivement Grothendieck. Et le produit, ce sera ce livre-là. Je finis donc avec une image que je pense être caractéristique de Grothendieck. C'est celle-ci. C'est une image vraiment propre de lui, où on voit une sorte de surface de Riemann avec les diverses feuilles de la surface ou des intersections, des projections d'une certaine idée, une idée qui est introduite dans le développement postérieur et expliquée grâce au développement postérieur projeté sur les exemples particuliers. Il y a toujours ce procès qui est fondamental et qui est tout le temps en Grothendieck depuis ce début. Injectivité et projectivité, tout le temps. Injectivité et projectivité, tout le temps. Que ce soit dans la thèse de doctorat, que ce soit dans le Riemann-Bloch-Grothendieck, que ce soit dans les catégories abéliennes, tout le temps, le problème de l'injectivité et la projectivité est fondamental. Donc il y a divers parties de l'œuvre qui vivent dans diverses feuilles différentes. Les unes se projettent sur les autres et savoir, en certain sens, parcourir la surface de Riemann. De l'œuvre de Grothendieck, c'est un peu ce qu'on devrait faire. C'est un exercice qui est plus ou moins montré ici. Et en profondeur, la voie cachée des choses, les choses importantes, la nature profonde, la voie difficile à saisir, c'est Moby Dick, bien sûr. C'est ce qui est dans la profondeur. Vous savez bien qu'il est raconté que Grothendieck aimait beaucoup Moby Dick et que c'était son livre de chevet. John Tate le dit plusieurs fois. Le livre de chevet de Grothendieck, c'était Moby Dick. Je voudrais savoir après
peut-être Cartier peut nous donner des détails sur ça. Mais j'ai trouvé finalement la référence parfaite. Après, beaucoup de travail. Dans les lettres de Grothendieck, il y a une lettre merveilleuse de Grothendieck à son traducteur au japonais de Récoltes et Mailles. Vous savez peut-être qu'en japonais, c'est la seule langue où Récoltes et Mailles a été publié comme livre. C'est un livre publié, vraiment. Ce qui est quand même assez extraordinaire, non? Ici en France, on ne l'a pas publié jusqu'à maintenant. Charles Aluni m'a raconté que peut-être Hermann va le publier à un certain moment, mais il était temps quand même. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, quand on voit un peu l'histoire de Grothendieck, c'est une histoire assez horrible quand même. Comment est-il possible qu'un texte tellement extraordinaire, pour lequel Lafort disait que c'était vraiment un texte d'un écrivain hors norme, un texte tellement important, a été complètement laissé de côté pendant 30 ans. C'est incroyable. C'est incroyable que ça arrive, et ça arrive ici en France quand même. Le traducteur japonais de Récoltes et Mailles, à un certain moment, en essayant de faire la traduction précise de Récoltes et Mailles, lui demande à Grothendieck qu'est-ce que c'est la baleine. La baleine apparaît 2 fois dans Récoltes et Mailles. Si cette baleine est vraiment Moby Dick. Et oui, et effectivement, Grothendieck répond au traducteur japonais, j'ai oublié le nom en ce moment, mais c'est dans une de ses lettres manuscrites non publiées. Il écrit un grand paragraphe, très très bon. J'ai oublié de le rapporter, je suis désolé. Un très grand paragraphe sur Moby Dick, où il explique vraiment, c'est le grand roman. Le grand roman, il explique pourquoi, et il explique comment il est lié d'une façon profonde à lui. Donc, effectivement, au fond, dans la profondeur, il y a Moby Dick. C'est quelque chose qui était naturel pour Grothendieck. Et on peut croire maintenant, avec cette précision, qu'en effet, ce que disait John Tate est vrai. Que Moby Dick était peut-être le grand roman de Grothendieck. Il y a donc ici la profondeur. Cette sensation de profondeur. Et ce qu'on voudrait à un certain moment, c'est essayer de capturer cette profondeur à travers les divers feuillets, avec plus ou moins de précision, dans les divers feuillets, les diverses feuilles de l'œuvre. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie.